Je vais droit au moment où tout a basculé. C'était mon anniversaire, à la maison. Ma fille Claire s'est plantée au milieu de ma cuisine, les joues dures, les yeux froids. Elle a dit, d'une voix trop forte pour une pièce si petite, « Tu me fais honte, maman. » Les mots ont claqué contre les carreaux. J'ai senti l'air devenir lourd, puis plus rien. J'ai regardé le gâteau au chocolat que j'avais préparé toute la matinée. Et, sans réfléchir, je l'ai pris et je lui ai lancé au visage. La crème a fait un bruit sourd, un choc humide, et le silence est tombé. Un silence épais, presque propre. Elle a porté la main à sa joue, a inspiré, n'a rien trouvé à dire. Moi, je respirais enfin. Ce geste ne sort pas de nulle part. La journée avait commencé simplement. Le soleil passait par la fenêtre de la cuisine d'Annecy. La lumière glissait sur la table en bois. J'ai bu mon café, 2 cuillères de sucre, toujours 2, et j'ai vérifié le four. Le gâteau levait comme il faut. L'odeur de chocolat emplissait la maison. Claire m'avait promis un déjeuner pour marquer le jour. Elle avait dit « On fait quelque chose de spécial, maman ». J'y ai cru. Je crois toujours aux promesses faites la veille d'un anniversaire. Elle est arrivée en avance, manteau ouvert, téléphone à la main. « Tu es prête ? J'ai un rendez-vous après », a-t-elle lancé en entrant, sans même fermer la porte correctement. J'ai pris mon sac et nous sommes partis vers un bistrot près du canal. Il était joli, tout en bois clair, ardoise au mur, serveuse qui souriait avec les yeux. J'ai voulu prendre mon temps. Claire, non. Elle a posé son téléphone sur la table comme une 3e personne. « Choisis vite, s'il te plaît. » J'ai lu la carte. Un plat du jour simple, un bœuf mijoté, des carottes fondantes, une purée lisse. J'ai dit que cela me paraissait bien. Elle a choisi une salade compliquée, a soupiré en attendant, a répondu à des messages, a hoché la tête en regardant l'écran. J'ai essayé de parler de mon cours de peinture au centre culturel. J'avais commencé la semaine précédente. Cela me faisait du bien. Cela ouvrait des fenêtres. « Maman, je travaille, d'accord ?» Elle n'a pas levé les yeux. J'ai ravalé mes mots, j'ai bu un peu d'eau, j'ai attendu que le plat refroidisse pour faire durer. Quand la serveuse a déposé le dessert, j'ai pensé lui proposer un café à la maison. « J'ai préparé un gâteau au chocolat », ai-je dit doucement. « Tu sais, celui que tu aimais quand tu étais petite. » Elle a fait une moue. Je fais attention, et je ne peux pas rester. J'ai souri quand même. « Juste un petit morceau, c'est mon anniversaire. » Elle a regardé l'heure, a dit « On verra », et nous sommes sortis. Sur le chemin du retour, j'ai senti dans ma poitrine une petite joie têtue, celle qui revient malgré tout. Je me suis vue poser le napperon propre, sortir les tasses blanches, faire couler un café serré, couper une part fine, parler calmement. J'ai ouvert la porte, j'ai filé à la cuisine, j'ai dressé la table comme on prépare une prière simple. Claire est restée debout, manteau sur les épaules, impatiente. J'ai posé le gâteau au centre, la ganache brillait. « Il est beau, non ?» Elle a levé un sourcil. « Tu sais que je suis au régime. Pourquoi un gâteau aussi grand ?» J'ai senti quelque chose en moi se froisser. J'ai coupé une part vraiment petite. C'est pour marquer le jour. Elle a posé le téléphone, enfin, mais ce fut pour me regarder droit. « Tu ne comprends jamais. Je suis venue parce que c'est ton anniversaire, mais tu forces toujours les choses. La table, la mise en scène, les attentes. J'ai une vie. Tu t'accroches. Tu me mets mal à l'aise. » Le mot est tombé. Honte. Il a roulé jusqu'à mes pieds. Je me suis tue. Je sais me taire. Cela m'a sauvée plus d'une fois. Le silence a rempli la cuisine, a traversé la fenêtre et monté jusqu'au toit. Dans ce silence, j'ai vu la petite Claire, celle qui léchait la cuillère quand je faisais la pâte, celle qui riait bouche ouverte. Puis l'image s'est effacée, remplacée par une femme pressée, bien coiffée, le regard dur. J'ai inspiré profondément. 1 fois, 2 fois. Je me suis approchée de la table. J'ai soulevé le plat, je l'ai lancé. Le bruit, la crème, le cacao, et ce silence neuf, propre, presque beau. Elle a balbutié, a regardé ses mains tachées. « Tu es devenue folle ?» J'ai dit simplement « Je ne suis plus un objet. » Ma voix ne tremblait pas. Elle a filé à la salle de bain, a frotté, a juré,
à parler de son image au travail, de sa réunion, de ses collègues. Je l'ai laissé parler. Les mots tombaient, mais ne m'atteignaient plus. Quand elle est revenue, des traces brunes restèrent dans ses cheveux. Elle m'a regardé comme on regarde une inconnue. « Je m'en vais. »« Très bien, » ai-je répondu. Elle a claqué la porte, le couloir a résonné, puis plus rien. Dans la cuisine, il y avait des morceaux de chocolat sur le carrelage, des éclats sucrés sur la nappe. J'ai pris un torchon. Je me suis mise à nettoyer lentement. À chaque geste, je sentais quelque chose d'ancien se décoller de moi, comme une étiquette mal collée que l'on retire enfin. Je me suis servi une petite tasse de café. J'ai regardé la lumière sur les géraniums de la fenêtre. Le monde n'avait pas changé. Moi, un peu oui. Ce n'était pas une victoire. C'était une respiration, une vraie. Et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis dit que la suite aurait un autre goût. Peut-être pas doux, mais net. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Ce matin-là, je me suis levée plus tôt que d'habitude. Il faisait encore frais dans la maison et j'ai mis ma vieille robe de chambre en laine, celle que Claire déteste parce qu'elle dit qu'elle sent la naphtaline. Dans la cuisine, j'ai ouvert les volets. La lumière pâle d'Annecy entrait doucement, et le bruit des moineaux sur le rebord de la fenêtre m'a tenu compagnie. 72 ans. Ce chiffre m'a traversé l'esprit pendant que je faisais couler le café. J'ai pensé que j'avais eu une belle vie malgré tout, mais qu'une partie de moi se sentait oubliée, rangée dans un coin, comme une vieille photo. Je voulais que cette journée soit un peu différente. C'était mon anniversaire. Et même si je vis seule depuis le décès de mon mari, j'avais envie d'y mettre un peu de cœur. Claire m'avait promis un déjeuner, un moment juste pour nous deux. Elle m'avait dit au téléphone « Maman, ce sera une journée spéciale, ne prévois rien. » Sa voix était pressée, comme toujours, mais j'y avais entendu une tendresse légère. Cela m'avait suffi pour espérer. L'espoir, à mon âge, c'est un petit moteur fragile, mais c'est ce qui fait encore tourner la vie. J'ai sorti la farine, le sucre, les œufs. Le chocolat, je l'avais acheté la veille, du bon chocolat noir, celui qui fond doucement au bain-marie. Mes doigts tremblaient un peu, à cause de l'arthrose, mais j'ai pris mon temps. J'aime sentir la texture de la pâte, l'odeur du beurre qui chauffe, le bruit du fouet contre le saladier. Cela me rappelle les dimanches d'autrefois, quand Claire était petite et qu'elle léchait la cuillère en riant. Elle disait « C'est le meilleur moment, maman ». Aujourd'hui, elle dit qu'elle n'a plus le temps pour ces choses-là. Le temps, comme s'il appartenait aux autres. Pendant que le gâteau cuisait, j'ai rangé un peu la maison. J'ai mis le napperon blanc sur la table, sorti les tasses que je garde pour les jours importants, celle avec le petit liseré doré. J'ai choisi ma robe bleue, celle qu'elle aimait quand elle était adolescente. Je me suis maquillée légèrement, un peu de rouge sur les lèvres, juste pour me sentir vivante. En me regardant dans le miroir, j'ai vu mes rides, mes cheveux gris, mais aussi cette femme qui, malgré tout, voulait encore plaire à sa fille. Je me suis dit, aujourd'hui, elle sera contente. Elle me verra autrement. Vers midi, j'ai entendu le bruit de sa voiture dans la rue. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, comme si j'attendais un amoureux. Elle est entrée sans frapper, comme toujours. « Salut, maman, tu es prête ?» Elle a jeté un regard rapide à la pièce, à la table, à moi, pas un mot sur ma robe. Elle avait ce ton sec, celui qu'elle prend quand elle est déjà ailleurs. J'ai répondu doucement « Oui, ma chérie, merci d'être venue me chercher. » Elle a soufflé, un de ces soupirs qui veulent dire « encore une phrase de trop ». Le déjeuner au bistrot s'est passé comme une réunion. Elle regardait son téléphone plus qu'elle ne me regardait moi. J'ai essayé de lui parler de mon nouveau cours de peinture. J'étais fière. C'était une petite victoire sur la solitude. Elle m'a coupé. « Maman, s'il te plaît, pas maintenant. J'ai des mails à envoyer. » Alors j'ai mangé en silence. La viande était bonne, mais je n'ai rien senti. Je me suis demandé quand elle avait cessé de me parler vraiment. Peut-être le jour où j'ai cessé d'être utile. Les enfants grandissent, et un jour, ils vous considèrent comme un meuble qui prend de la place. Sur le chemin du retour, j'ai essayé de rallumer un peu la flamme. Je t'ai fait un gâteau au chocolat, comme avant. Tu te souviens, tu adorais ça ?
Elle a levé les yeux de son téléphone. « Tu sais que je fais attention à ce que je mange. » J'ai souri malgré tout. Juste une petite part, pour fêter ensemble. Elle n'a rien répondu. À la maison, j'ai allumé la cafetière. L'odeur du café chaud s'est mêlée à celle du chocolat encore tiède. J'ai mis le gâteau sur la table. 3 couches, bien moelleuses, un glaçage brillant. J'étais fière de moi. J'ai coupé une fine tranche, je l'ai posée devant elle. « Tiens, goûte. » Elle est restée debout, son sac encore sur l'épaule. « Maman, tu ne comprends donc jamais ?» Sa voix a monté d'un ton. « Ce gâteau, cette table, tout ça, c'est trop. Tu me mets mal à l'aise avec tes manières de vieille femme dépendante. » Les mots m'ont traversé comme une gifle. Vieille femme dépendante, dans ma propre maison. J'ai senti mon cœur cogner dans ma poitrine. Elle a ajouté, plus fort encore, « Tu me fais honte, maman. » Le silence est tombé d'un coup. J'ai regardé le gâteau. J'ai senti une chaleur étrange me monter au bras. Sans penser, j'ai saisi le plat et je l'ai lancé. Le bruit du chocolat contre son visage a été net, presque libérateur. Le monde s'est arrêté une seconde. Puis j'ai respiré, profondément, comme si je revenais enfin à la vie. Après son départ, la maison est devenue incroyablement silencieuse. Ce silence-là n'avait rien de paisible. C'était un silence lourd, celui qui fait entendre les battements du cœur et le tic-tac de l'horloge comme des reproches. J'ai regardé autour de moi. La cuisine en désordre, le chocolat éclaboussé sur les carreaux, le torchon abandonné sur la chaise. J'ai pris une éponge, j'ai nettoyé lentement. Chaque geste me ramenait une image du passé, comme si le bruit de l'eau réveillait des souvenirs endormis. Je me suis revue, 30 ou 40 ans plus tôt, dans cette même cuisine, avec une petite fille qui riait à plein poumon. Claire portait un tablier trop grand pour elle, les joues couvertes de farine. « Regarde, maman, c'est moi la pâtissière », disait-elle en remuant la pâte comme une grande. À cette époque, tout semblait simple. Le bonheur tenait dans un regard, dans une cuillère de chocolat chaud. Je travaillais à l'usine de textile, mes mains étaient rugueuses, mais je rentrais chaque soir avec la même idée, lui offrir une vie meilleure que la mienne. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais de la volonté. Je me souviens des hivers où le chauffage tombait en panne et où je la bordais sous 3 couvertures. Elle riait, me disait « On dirait une cabane ». Je chantais doucement pour qu'elle s'endorme. Ces souvenirs me réchauffent encore, mais maintenant, ils piquent un peu, comme une aiguille oubliée dans la peau. Quand Claire est entrée à l'école, j'étais tellement fière. Je lui avais acheté un cartable rouge d'occasion que j'avais nettoyé et recousu moi-même. Elle l'adorait. Un jour, elle est rentrée en pleurant. Les autres enfants s'étaient moqués de son sac, trop vieux. Je me souviens encore de ses yeux pleins de honte. Cette nuit-là, j'ai décousu le cartable, j'ai ajouté des fleurs brodées à la main, des petits détails colorés. Le lendemain, elle m'a serré fort dans ses bras en disant « Il est plus beau que tous les autres ». Je croyais que ces petits gestes construisaient quelque chose d'indestructible entre nous. Mais la vie, parfois, use les liens plus vite qu'on ne le pense. Le temps a passé, Claire a grandi. Elle a eu son bac avec mention, elle est partie à Lyon pour ses études. Ce jour-là, j'ai souri devant elle, mais j'ai pleuré dans le train du retour. L'appartement paraissait si vide sans sa voix. J'avais l'impression qu'une porte venait de se refermer, doucement, mais pour de bon. Au début, elle m'appelait souvent, puis de moins en moins. « Maman, je suis débordée », disait-elle. Elle revenait pour Noël, ou parfois pour un week-end. Chaque fois, je préparais son plat préféré. Je rangeais tout. Je voulais que la maison soit parfaite. Et chaque fois, elle semblait un peu plus distante, comme si ma présence l'embarrassait. Je me disais que c'était l'âge, la vie moderne, les soucis du travail. J'inventais des excuses pour elle, comme toutes les mères qui refusent de voir. Mais les signes étaient là. Je me souviens du jour où elle est venue avec 2 collègues. Je préparais du café dans la cuisine quand j'ai entendu une des femmes demander « C'est chez toi, ça ?» Et Claire de répondre en riant « Oui, c'est chez ma mère. Elle aime les vieilles choses. » Vieilles choses. Le mot m'avait traversé comme une épingle froide. J'avais continué à verser le café, sans rien dire. C'est à partir de ce moment-là, je crois,
que j'ai commencé à me faire petite. Je me suis mise à parler moins, à ne plus lui poser trop de questions. J'avais peur de la déranger, peur qu'elle s'éloigne davantage. Je croyais qu'en me rendant discrète, je garderais une place dans sa vie. Quelle naïveté! En essuyant la table ce soir-là, j'ai compris que j'avais passé des années à me tordre pour mériter son amour, comme une fleur cherchant la lumière d'un soleil qui ne la regarde plus. J'ai toujours pensé qu'être mère, c'était donner sans compter. Mais personne ne m'avait prévenu que donner trop, c'est parfois disparaître un peu. J'ai rangé la vaisselle. J'ai posé ma main sur la table, là où le gâteau avait atterri quelques heures plus tôt. Le bois collait encore. J'ai senti mes yeux brûler, pas de colère, mais d'un chagrin ancien, accumulé goutte après goutte. Ce n'était pas le cri de Claire qui me blessait le plus, c'était tout ce qu'il résumait. Des années de petits mépris, de silence, de soupirs impatients. Je me suis assise. La maison sentait le sucre et le désenchantement. J'ai fermé les yeux. J'ai revu la petite fille aux mains pleines de farine et j'ai murmuré « Où es-tu passée, ma chérie ?» Pas de réponse, bien sûr. Juste le bruit du vent contre la vitre et le souvenir d'un amour qui s'était perdu quelque part entre la cuisine et les années. Les jours qui ont suivi ont eu un goût étrange. Le matin, la maison se réveillait avec la lumière comme d'habitude, mais tout semblait plus lent, plus vide. Le silence s'était installé partout, dans les pièces, dans les tasses, dans les draps. Un silence épais, pas celui du repos, mais celui qui vous force à écouter vos propres pensées. Au début, je croyais qu'il allait me rendre folle. Puis j'ai compris qu'il voulait me parler. Je me levais tôt, comme toujours. Je préparais mon café, 2 cuillères de sucre, un nuage de lait. Le rituel ne changeait pas, mais l'air avait quelque chose de nouveau. Je ne mettais plus la radio. J'avais besoin d'entendre ma respiration, le bruit de la cuillère contre la porcelaine. C'est fou comme on oublie le son de sa propre vie quand on passe des années à écouter les autres. Les premiers jours, j'ai attendu que Claire appelle. Le téléphone restait muet. Chaque fois qu'il vibrait, je sursautais. C'était toujours une publicité, jamais elle. Au bout d'une semaine, j'ai cessé d'espérer. Et étrangement, ce vide a commencé à me faire du bien. J'ai recommencé à marcher lentement dans la maison, sans crainte de déranger personne. J'ai ouvert les fenêtres, j'ai laissé entrer le vent, même s'il faisait un peu froid. Le silence s'est transformé en respiration. Un matin, en arrosant mes géraniums à la fenêtre, j'ai aperçu Monsieur Paul, mon voisin d'en face. Un homme de 75 ans, toujours vêtu d'un gilet en laine et d'un béret. Il arrosait ses fleurs, lui aussi. On s'est salué d'un signe de tête. C'était la première fois que je remarquais qu'il avait un sourire doux, presque timide. Le lendemain, il m'a dit « Vos géraniums se portent bien, Madame Suzanne. » J'ai répondu, un peu surprise d'entendre ma voix « Merci, les vôtres aussi. » Et voilà, la glace était rompue. Une conversation toute simple, sans but, mais qui a rempli ma matinée d'une petite chaleur discrète. Les jours suivants, on s'est parlé un peu plus. Il me racontait son jardin, ses tomates, son chien décédé il y a 2 ans. Il riait doucement, d'un rire sans bruit. J'ai découvert que c'était un homme seul, veuf depuis longtemps. Sa manière de parler était calme, posée, comme s'il mesurait chaque mot avant de le confier au vent. En l'écoutant, j'ai senti quelque chose en moi se détendre. Il n'essayait pas de me sauver, ni de me juger. Il parlait, simplement. C'était reposant. Un après-midi, j'ai croisé Solange au marché. Une amie d'autrefois, que je n'avais pas vue depuis presque 10 ans. Elle m'a reconnue tout de suite. « Suzanne, c'est bien toi ?» Elle a posé son panier et m'a embrassée comme si nous ne nous étions jamais quittés. Solange a toujours été cette femme lumineuse, avec des cheveux gris courts et un air de malice dans le regard. On s'est assises à la terrasse du café de la place, un petit verre d'eau pétillante chacune. Elle m'a demandé comment j'allais. Je n'ai pas su quoi répondre tout de suite. Alors j'ai dit la vérité. Je me redécouvre. Elle a souri. C'est un bon début. On a parlé longtemps, de nos maris disparus, de nos enfants devenus étrangers, de la solitude qui parfois fait mal, mais qui parfois apaise aussi. Elle m'a raconté qu'elle faisait partie d'un petit groupe d'activités au centre culturel. Un atelier de broderie et un autre de peinture. « Tu devrais venir », m'a-t-elle proposé. « Il n'y a pas d'âge pour apprendre à respirer autrement. »
J'ai ri. Elle avait raison. Avant, j'aurais refusé, prétextant la fatigue ou le manque de temps. Mais cette fois, j'ai dit « Pourquoi pas ?» Ces deux mots m'ont semblé lourds de promesses. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai marché lentement le long du canal. L'air sentait la pierre mouillée et les feuilles. Le reflet des lumières sur l'eau tremblait doucement. J'ai pensé que la vie n'avait peut-être pas fini avec moi, qu'elle attendait juste que je sois prête à l'écouter autrement. Le silence de la maison m'a accueilli comme un vieil ami. J'ai préparé une soupe légère, j'ai mis la table pour une seule personne, et, pour la première fois, cela ne m'a pas paru triste. J'ai mangé lentement, en savourant chaque bouchée, en écoutant le cliquetis de la cuillère, le crépitement du vent contre les volets. Avant de me coucher, je me suis regardée dans le miroir. Il y avait dans mes yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. De la douceur. Pas la douceur qu'on réserve aux autres, mais celle qu'on se doit à soi-même. Ce soir-là, j'ai compris que la liberté ne fait pas de bruit. Elle commence dans le silence, quand on cesse d'attendre qu'on vienne nous dire comment exister. Et dans ce silence, enfin, j'ai commencé à m'entendre vivre. Ce matin-là, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Le ciel était clair, un de ces ciels bleu pâle qui annoncent une journée tranquille. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai respiré l'air frais. Les géraniums de Monsieur Paul brillaient de l'autre côté de la rue, rouges et pleins de vie. Les miens, un peu fatigués, semblaient me regarder avec envie. Je me suis dit que c'était le moment de m'en occuper sérieusement. J'avais besoin de faire pousser quelque chose, même un peu de couleur, juste pour voir que tout pouvait recommencer. Je suis allée à la jardinerie du coin. Le vendeur, un jeune homme avec un grand sourire, m'a aidé à choisir quelques plants. 3 géraniums rouges, 2 roses et un blanc. Il m'a expliqué comment les arroser, comment couper les feuilles abîmées. J'écoutais attentivement, comme une élève appliquée. Je ne sais pas pourquoi, mais cette conversation m'a fait du bien. C'était la première fois depuis longtemps que je faisais quelque chose uniquement pour moi. De retour à la maison, j'ai enfilé mes vieux gants de jardinage. La terre sentait l'humidité et la vie. J'ai creusé doucement. J'ai planté chaque géranium avec soin. Mes mains étaient couvertes de terre, et pourtant je me sentais propre à l'intérieur. C'était comme si je nettoyais quelque chose en moi, quelque chose que les années avaient laissé s'encrasser. J'ai levé la tête et j'ai vu Monsieur Paul qui m'observait depuis sa fenêtre. Il m'a fait un signe de la main et a crié « Ils sont magnifiques, vos géraniums, Madame Suzanne !» J'ai ri, un vrai rire, pas un de ces petits rires polis. « Merci, Monsieur Paul. C'est un bon début, non ?»« Un très bon début, » a-t-il répondu. « Il faut bien commencer quelque part. » L'après-midi, j'ai sorti le vieux carnet où j'écrivais parfois des listes. J'ai noté prendre soin de mes fleurs, reprendre les cours de peinture, apprendre à être heureuse seule. Cela paraissait simple, presque enfantin, mais ces 3 lignes m'ont donné un but. Le lendemain, j'ai appelé le centre culturel. Une jeune femme très aimable m'a répondu « Bien sûr, madame, il reste de la place pour les cours du mardi matin. Vous pouvez venir dès la semaine prochaine. » J'ai noté l'adresse, j'ai remercié et, en raccrochant, j'ai ressenti un mélange de nervosité et d'impatience. Comme une écolière avant la rentrée. Les jours suivants ont filé doucement. Ma maison a commencé à changer sans que je m'en rende compte. J'ai lavé les rideaux, j'ai rangé les placards, j'ai mis des fleurs dans des petits vases improvisés. Le soir, je dînais à la table avec une bougie allumée, rien que pour le plaisir de la lumière. Je ne vivais plus en attendant les appels de Claire. Je vivais pour moi. Le mardi est arrivé. J'ai choisi ma robe beige, celle qui me donne bonne mine, et je suis partie au centre culturel avec mon sac et mes pinceaux neufs. La salle sentait la peinture fraîche et le café. Une dizaine de personnes, la plupart de mon âge, bavardaient joyeusement. La professeure, Madame Lefebvre, avait une voix douce et ferme à la fois. « Ici, il n'y a pas d'erreur, » disait-elle. Seulement des couleurs qui cherchent en leur place. J'ai souri. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Je me suis installée devant ma toile blanche. Au début, je ne savais pas par où commencer. Puis j'ai trempé le pinceau dans un peu de bleu, un bleu clair, celui du matin que j'avais vu à ma fenêtre. Les gestes étaient maladroits, mais sincères. Peu à peu, des formes sont apparues.
Ce n'était pas un chef-d'œuvre, mais c'était à moi. À la fin du cours, Madame Lefebvre est passée derrière moi. « C'est très doux, ce que vous avez fait. Vous avez un vrai sens de la lumière. » J'ai rougi. Personne ne m'avait complimenté depuis longtemps. En rentrant, j'avais le cœur léger. Le soir, je me suis servi un thé et j'ai regardé mes géraniums par la fenêtre. Le rouge était encore plus vif sous la lumière du lampadaire. J'ai pensé à Claire, mais d'une manière différente. Sans colère, sans tristesse. Je me suis dit qu'elle suivait son chemin et que le mien venait enfin de commencer. La liberté, je l'ai comprise ce soir-là. Ce n'est pas l'absence de gens autour de soi, ni le fait de fermer les portes. C'est ce moment précis où l'on arrête de se juger, où l'on s'autorise à respirer sans demander la permission. J'étais seule, mais je ne me sentais plus abandonnée. J'étais bien. Et dans cette petite maison, entre l'odeur de la peinture et celle des fleurs, j'ai su que quelque chose venait d'éclore. Pas seulement les géraniums, moi aussi. Cela faisait presque 3 mois que je n'avais pas eu de nouvelles de Claire. Ni appel, ni message. Au début, je comptais les jours, puis les semaines, puis j'ai arrêté. Le silence n'était plus une punition, c'était devenu une habitude, presque un confort. Ma vie avait trouvé un rythme paisible. Les matins sentaient le café et la terre mouillée, les après-midi la peinture fraîche et la musique douce de la radio. Je m'étais surprise à sourire seule, parfois sans raison. Un jeudi de mai, alors que je préparais un bouquet de mes roses du jardin, la sonnette a retenti. J'ai sursauté. Peu de gens venaient jusqu'ici. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu sa silhouette. Claire, droite, immobile, un manteau beige sur les épaules. Mon cœur s'est serré, mais pas comme avant. Cette fois, il n'y avait ni peur ni colère, juste une curiosité tranquille. J'ai ouvert la porte. « Bonjour, maman. » Sa voix était hésitante, plus basse que d'habitude. « Bonjour, Claire. Entre. » Elle est entrée lentement, le regard parcourant la pièce comme si elle découvrait un lieu nouveau. Les géraniums sur le rebord de la fenêtre, les toiles accrochées au mur, la table sans nappe luxueuse mais propre, simple. Elle a dit « C'est joli, ici », j'ai répondu avec un sourire. « C'est devenu chez moi, enfin. » Je lui ai proposé un café. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine. Le même endroit où, des mois plus tôt, le gâteau avait volé entre nous. Cette fois, tout était calme. Je lui ai versé le café. Elle a tourné la cuillère longtemps sans boire. Puis elle a dit « Je ne savais pas comment revenir. » Je n'ai rien répondu. J'ai attendu. Le silence est parfois une main tendue. Je me suis comportée comme une idiote, a-t-elle continué. Je t'ai dit des choses horribles. J'étais fatiguée, stressée. Mais ce n'est pas une excuse. Je l'ai regardée. Ses traits paraissaient plus tirés, ses yeux plus tristes. La femme sûre d'elle que j'avais connue semblait s'être un peu effacée. « Oui, tu m'as blessée », ai-je dit calmement. Mais je crois que j'avais besoin d'entendre certaines choses, même dites de la mauvaise façon. Elle a relevé la tête. « Comment ça ?» Parce que cela m'a réveillée. J'ai compris que j'avais passé ma vie à attendre ton approbation. J'ai compris aussi que l'amour ne doit pas être une dette. Elle a posé la cuillère, les mains jointes. « Je t'ai toujours aimée, maman, même si je ne l'ai pas montré. »« Je n'en doute pas, » ai-je répondu doucement. « Mais aimer, ce n'est pas tout. Il faut aussi respecter. » Et moi, j'ai longtemps confondu patience et soumission. Un long silence a suivi. Pas pesant, mais dense. Un silence plein de choses non dites qui enfin trouvèrent leur place. « J'aimerais réparer, » a-t-elle murmuré. « On ne répare pas tout, Claire. On avance autrement. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait à partir de maintenant. » Elle a hoché la tête, les yeux humides. « Tu as changé. » J'ai souri. « Oui, et je ne reviendrai pas en arrière. J'ai appris à être bien seule, à aimer ma maison, mes fleurs, mes cours de peinture, à ne plus me définir seulement comme ta mère. »« Et tu es heureuse ?» J'ai pris une inspiration lente. « Je crois que oui. Pas chaque minute, bien sûr, mais dans l'ensemble, oui. La paix, c'est mieux que le bonheur. » Elle a souri à son tour timidement. « J'aimerais venir te voir plus souvent, pas par obligation, mais parce que j'en ai envie. Alors viens,
Quand ton cœur te le dira, ai-je dit. Mais sache que je n'attends plus. Je vis, c'est tout. Elle s'est levée, a marché vers la fenêtre, a touché doucement une rose dans le vase. Elles sont magnifiques. Oui, et elles piquent aussi. Même les épines font partie de leur beauté. Elle m'a regardée comme si elle comprenait enfin. Comme toi, maman. J'ai ri. Ce rire-là, franc et léger, je ne l'avais pas entendu depuis des années. Quand elle est partie, j'ai refermé la porte sans tristesse. Par la fenêtre, j'ai vu son dos s'éloigner dans la rue, lentement, comme si elle craignait de rompre le charme fragile de notre échange. Je me suis servi un dernier café. La lumière du soir entrait sur la table, caressant les pétales roses. J'ai pensé à tout ce que j'avais vécu, à la colère, au silence, à la renaissance. Et j'ai compris que la liberté n'avait rien d'extraordinaire. Elle commence quand on cesse de se justifier pour exister. Dehors, les roses bougeaient doucement dans le vent. Certaines portaient encore leurs épines, d'autres non. Mais toutes étaient belles, vivantes, fières. J'ai souri en murmurant « Oui, même les épines font partie de leur beauté. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.